Après notre débat sur le diesel et sur l'essence, si vous nous rejoignez, bienvenue à vous. On va parler politique à travers les grands couples de l'histoire de la Ve République, couple présidentiel, avec la sortie aujourd'hui d'un livre passionnant chez Grasset, Yvonne et Charles dans l'intimité du général. L'auteur Jocelyne Sauvar est avec nous. Elle a enquêté sur cette intimité, sur les faces cachées de cette histoire qui appartient bien sûr un peu aux Français. Comment les femmes de présidents ont marqué aussi notre histoire, la politique associée de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy et à Brigitte et Emmanuel Macron, les couples présidentiels et leurs avancées. Eh bien, vous pouvez réagir, témoigner au 3921 et sur les réseaux sociaux également, Julie. Avec le hashtag Europe 1. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et pour entourer l'auteur Jocelyne Sauvar, bonjour madame. Bonjour. J'accueille Catherine Ney et Robert Namias, les grandes voix d'Europe 1. Ravi d'être avec vous, madame et monsieur également. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entre les mains ce livre d'Yvonne et Charles que l'auteur vous a offert et nous avons tous plongé avec délectation dans cette histoire. Un livre qui commence par un récit très émouvant d'ailleurs. C'est la mort du général qu'on va appeler Charles dans l'intimité, comme l'appelait son épouse Yvonne. Lui l'appelait ma petite femme chérie. Ma petite femme chérie. Très joli. Et cela commence par la mort du général et par un acte très fort d'Yvonne. Racontez-nous, elle décide de brûler toutes ses affaires. Oui, tout à fait. C'est après l'enterrement, donc le 12 novembre. Elle s'est retrouvée seule, ses enfants sont partis. Elle salue tout le monde avec la dignité qu'on lui connaît, c'est-à-dire elle est très calme, pas une larme, toute blanche simplement. Oui. Elle ferme la porte et un peu plus tard dans la soirée, les villageois vont s'étonner. On est à Colombey, on est à Colombey, on va avoir de la fumée et en fait, Yvonne brûle les affaires du général, tout ce qui est intime, tout ce qui est du domaine de l'intime, aussi bien sa garde-robe que leurs objets personnels, puisqu'ils prenaient le thé tous les jours à la même heure et dans différents lieux, tous les deux, et puis aussi les affaires de toilette, enfin, voilà. Et le lit du général, c'est-à-dire ils avaient un double lit, c'était 2 lits jumeaux, mais elle fait brûler, elle brûle celui du général, donc les draps, etc. Ouais. Et voilà. C'est un rouge ardent qui embrase Colombey, nuit de feu le 12 novembre 1970. Qu'est-ce que ça traduit du caractère d'Yvonne, justement, d'Yvonne de Gaulle? Alors elle est si secrète qu'il est difficile de l'approcher et pourtant ça a un sens très fort parce que elle ne veut absolument pas que l'on s'empare des objets du général et qu'ils deviennent des objets fétiches et que les médias s'en emparent pour faire une histoire un peu story, enfin vous voyez un peu étrange. Qu'elle en soit dépossédée, voilà. En tout cas, Donc elle veillait vraiment sur les photos et même aussi sur les coups de téléphone. C'est-à-dire qu'elle était très très laconique quand elle devait annoncer une nouvelle et elle redoutait comme tout l'oreille. Voilà. Elle ne parlait pas aux journalistes. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rencontrée parce que ça date, Catherine Ney, mais... Non, je ne l'ai pas rencontrée, mais ce qui est extraordinaire, on a des témoignages sonores de la voix de Madame Coty et aucun témoignage sonore de Madame de Gaulle, alors qu'elle est restée aux côtés de son mari à l'Élysée pendant 10 ans. Voilà. Donc parce qu'elle fuyait les journalistes et par exemple on disait que faisait-elle? Eh bien, elle avait une activité. Son fils l'a raconté. Pendant les deux quinquennats, dont l'un abrégé, elle allait dans les hôpitaux, dans les maternités. Elle faisait des visites, mais elle y allait à une seule condition, c'est que les journalistes et les photographes n'y soient pas. Ouais. Voilà, elle venait et donc si elle savait qu'un journaliste venait, elle renonçait à ça. Donc elle voulait être absolument discrète pour ne pas gêner son mari, par pudeur, peut-être par timidité, et puis par éducation. C'était quand même une femme qui était née au siècle d'avant. Bien sûr. Que 40 cm séparés de son mari et qui ne voulait pas que sa parole engage justement la politique du général de Gaulle, Robert Namias. Oui, on ne saura jamais exactement quels étaient leurs rapports sur ce plan-là. On a quelques idées des couples suivants, on pourra en parler un instant. Quel a été le poids, l'influence d'Yvonne de Gaulle sur Charles de Gaulle? C'est en tous les cas un vrai couple, ça vraiment je crois, mais un couple fusionnel, même si le général a peut-être eu quelques aventures d'officier, ça on n'en sait rien, on présuppose éventuellement, mais c'est un vrai couple fusionnel et elle a quand même très souvent orienté sa réflexion, notamment en matière sociétale. Et d'ailleurs il y a un fait qu'on ne connaît pas du tout, elle était plutôt quand même, je ne dirais pas catholique intégriste, mais enfin elle était catholique, très pratiquante, et le général beaucoup moins, mais enfin bon il la suivait, ils allaient à la messe le dimanche, à la chapelle de l'Élysée d'ailleurs.
Mais il y a un fait qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que sur un point au moins qui est très très important, qui est la contraception. En 1967, alors que De Gaulle n'était pas favorable à la proposition de loi Neuwirth, qui était l'introduction de la pilule en France en 67, avec le fameux carnet à souche. Bon, enfin, c'était la première fois que la pilule devait être autorisée. De Gaulle n'y était pas favorable, et c'est Yvonne de Gaulle, je crois que c'est la seule fois où vraiment on a identifié le fait qu'elle a eu un poids politique très important. C'est Yvonne de Gaulle, vraisemblablement parce que eux-mêmes ont eu une enfant trisomique, que ça a été très compliqué, etc. C'est Yvonne de Gaulle qui a poussé le général à accepter la proposition de Neuwirth et à l'introduction de la contraception en France. Ah, très intéressant. En 1965, pendant la campagne, alors que François Mitterrand était favorable et avait fait la proposition d'introduire la contraception, et il avait dit on va pas la bagatelle, les Français ne feront plus d'enfants, on ne va pas faire ça. Il était et il avait changé d'avis. Je ne savais pas que c'était Madame de Gaulle, mais je pense que le fait d'avoir eu une enfant trisomique, ce qui a été à la fois une douleur et enfin un fardeau, il faut bien le dire. Mais un socle, un socle pour le couple, sûrement, mais ça a été quand même une vie très très dure pour elle. Oui, mais on va faire des allers-retours entre ce couple, Yvonne et Charles de Gaulle. Je vous donne la parole dans un instant après la pause. Jocelyne Sauvard, vous qui publiez chez Grasset cette histoire intime du couple très emblématique de la Ve République avec les couples aujourd'hui. Voilà ceux qui les ont en héritage peut-être et ceux qui nous inspirent en tout cas cette histoire dans la grande histoire. On la partage jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Julie et nos invités. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Wendy Bouchard, nous continuons de parler du couple de Gaulle avant d'évoquer d'autres couples présidentiels. Absolument. Robert Namias, Catherine Ney sont avec nous pour éclairer cette histoire alors que paraît aujourd'hui Yvonne et Charles dans l'intimité du général de l'auteur Jocelyne Sauvard qui est avec nous. Cette photo en couverture traduit beaucoup, décrivez-la nous Jocelyne Sauvard. On voit Yvonne de Gaulle au piano, le général en uniforme. En uniforme, oui, tout à fait. Et il l'écoute religieusement. Elle joue et son visage est tendu vers elle avec une douceur, une tendresse extraordinaire, et elle regarde son clavier et elle a un profil ravissant. Et ça se passe à Berkhamsted en 1942 quand ils sont exilés en Angleterre. Yvonne a trouvé une petite maison charmante cette fois et ils habitent là, et Churchill a décrété que c'était pas bien ça qu'on ne connaisse pas le général et son épouse, donc il fallait faire absolument un reportage. Il l'a imposé et Charles n'était pas content. Yvonne s'est prêtée au jeu très élégamment, et donc le reporter est venu, il les a filmés au jardin, au salon, à la cuisine. Et franchement, au salon, moi j'ai été très surprise en voyant la photo et j'ai pris plaisir à la décrire parce que ça contredit tout ce qu'on sait. Il n'aime pas la musique, il n'écoute pas la radio, le général n'aime que la Marseillaise, etc. Et là, on les voit bien. Ah oui, bah alors, quelle intimité. Quelle intimité. Et en plus, Madame de Gaulle, d'après son fils, n'était pas une grande pianiste, que son jeu était pas très délié, mais plutôt sec. Oui. Voilà. Et d'après son frère, tout de même, elle l'accompagnait, faisait un 4 mains. Voilà. Alors si on rentrait un petit peu dans la vie intime, on va faire des allers-retours, mais vous parlez musique, on pense aujourd'hui à l'intimité de Carla et Nicolas Sarkozy. Tenez, la chanteuse et le politique, on a fait un bond dans l'histoire et on a pulvérisé, si j'ose dire, cette bulle d'intimité. La pipolisation de la vie politique commencerait vraiment avec Nicolas Sarkozy, Robert Namias? Pas du tout. Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus ancienne que ça. Alors, il y a pipolisation et pipolisation. Il y a pipolisation avec photos volées, tout ce que l'on connaît depuis une bonne dizaine d'années, peut-être une petite quinzaine d'années. Et puis il y a la pipolisation qui existe encore aujourd'hui et dont Macron notamment a beaucoup usé avec Paris Match et les unes avec sa femme sur une plage il y a 2 ou 3 ans avant même qu'il ne soit à l'Élysée, qui étaient des photos tout à fait organisées. Eh bien, je pense que la première séquence de vraie pipolisation, c'est Georges Pompidou et Claude Pompidou qui l'ont organisée. Ah oui ? Il y a un fameux film que beaucoup ont vu, parce qu'on l'a beaucoup revu à la télévision, où on les voit. Il est arrivé depuis quelques mois à l'Élysée, c'est en 70 vraisemblablement. Il est encore en grande forme physiquement, il fume comme un pompier, il a toujours la cigarette anglaise au bec. Et on les voit, et il y a une séquence formidable où il descend de son bureau, ou plutôt il monte, parce que les appartements sont plutôt à l'étage, au-dessus du bureau, à l'Élysée, et il remonte dans les fameux salons, et notamment le fameux salon Paulin, qui avait été décoré par Claude Pompidou, et on voit cette séquence extraordinaire
Préliminaire où Pompidou appelle sa femme Claude Bibiche, où il se sert un whisky, tout ça est parfaitement organisé. C'est une séquence qui dure quand même un quart d'heure, qui est supposée être quelques images volées de la vie intime du nouveau président de la République. Oui. C'est parfaitement organisé. C'est la vraie première séquence de peopleisation, indépendamment déjà des reportages de Paris Match qu'il y avait à l'époque pendant les campagnes présidentielles, etc. Mais celle-ci était parfaitement organisée. Alors ça s'est beaucoup accéléré après, et notamment effectivement assez récemment avec Nicolas Sarkozy, il faut bien le dire. Dont les Français ont épousé les soubresauts du couple aussi. Alors c'était parfois à son insu. Moi, je dirais que la presse people a commencé même avec Giscard, parce qu'avec Giscard, le corps est entré en image. C'est-à-dire qu'il était à peine élu, il voulait montrer que les Français venaient d'élire non plus un président malade comme ses prédécesseurs, mais il se montrait en maillot de bain, il se montrait sur les pistes enneigées. Les pistes enneigées, d'ailleurs en cravate et pull. Oui. Jouer au foot, d'ailleurs plutôt mal, mais et de l'accordéon, plutôt mal également d'ailleurs. Oui, mais enfin, montrer qu'il était bon. Mais il faut dire aussi que la peopleisation a commencé parce que la presse people a commencé au début des années 90 seulement. Vous voyez, c'était lui qui se prêtait, qui a invité Paris Match, parce que Paris Match qui se mettait en scène parce qu'il se plaisait, parce qu'il était content, parce qu'il était un jeune, c'est lui qui l'a voulu. Ouais. Mais la peopleisation, après, ça a commencé avec cette presse people, parce qu'on peut dire, par exemple, que Mitterrand, il a été le dernier président qui pouvait mener cette vie de liberté. Parce que aller dormir chez Anne Pinjot au début, puis après il l'a préservé lorsqu'il a été élu président, mais il n'avait pas de paparazzi à ses trousses, parce que aucun journal n'aurait repris ses photos. Vous voyez, moi je peux vous dire qu'en 81, je sais plus enfin je veux dire, il venait d'être élu président, et j'avais été faire des courses au bon marché, et je traverse, et il y avait un marchand de chaussures pour enfants. Et je regarde dans la devanture, et je vois le président Mitterrand avec Mazarine, qui était sur un petit cheval, qui essayait des chaussures, vous savez, comme ça se passe. Bon. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça ? On n'avait pas les portables pour faire une photo. Vous ne pouviez pas appeler un photographe pour dire, mais viens vite, il y a une photo formidable à faire, parce qu'aucun journal Paris Match n'aurait jamais passé cette photo, vous voyez. Donc on a complètement changé d'époque. Oui. À partir de la fin de Mitterrand, ça, il n'y avait plus de secret. Voilà. Et la fameuse photo. Et la fameuse photo de Mazarine devant le restaurant avec Mazarine. Elle a été organisée. À sa demande à lui. À sa demande. Il y a une proposition qu'il n'a pas refusée. Mais 10 ans après. C'est pas lui qui a dit vous allez la faire, mais quand on lui a dit est-ce que ça serait bien, c'était juste au moment où, avant de partir de l'Élysée, les années qui restaient, il voulait légitimer sa fille, faire savoir au monde, à la France. Absolument. Et tout ça. Ce ne sont pas des photos volées. Les photos volées sont arrivées après. Bien après, parce qu'après Mitterrand, il y a eu Chirac, il n'y a pas eu vraiment de photos volées du couple présidentiel. Les photos volées sont arrivées avec le couple Sarkozy. Là, il y en a eu beaucoup, et notamment avec Cécilia. Avant le divorce, Cécilia Sarkozy, il y a eu des photos volées. Et là, on était déjà complètement dans la peopleisation. On y revient sur cette évolution de l'histoire des couples politiques, de leur intimité dans la bulle préservée du couple de Gaulle à aujourd'hui. Jocelyne Sauvar-Yvonne et Charles de Gaulle nous en reparlent. Gérard a une question pour vous d'ailleurs, dans un instant. À tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe. Yvonne et Charles, Claude et Georges, Carla et Nicolas, nous parlons des couples présidentiels avec Wendy Bouchard et ses invités. Jocelyne Sauvar, auteure d'Yvonne et Charles dans l'intimité du général, qui sort aujourd'hui chez Grasset, Catherine Ney et Robert Namias. C'est intéressant de voir et de comprendre justement comment les couples présidentiels se sont inspirés les uns les autres. Vous vouliez réagir à l'image que décrivait il y a un instant Robert Namias sur le bibiche du président Pompidou, fumant et buvant son whisky devant les caméras. Voilà, je voulais dire que le grand initiateur, c'était du temps du général de Gaulle, mais c'était de l'autre côté de l'Atlantique, c'était Kennedy, dont le général disait « Kennedy ». Il a surtout une coupe, en faisant allusion à sa coupe de cheveux. Ouais. Mais voilà, quand il a reçu les Kennedy, c'était princier, la façon dont Charles et Yvonne les ont accueillis à Versailles et partout. Et donc la France entière était fascinée par ce couple qui représentait la santé, l'amour, etc. Et le charme physique et l'élégance. Donc évidemment, le général a vu tout ça et Yvonne aussi, mais
hors de question que copie ce style-là. Mais tout de même, ça a influencé la presse, même tous les médias, et puis les présidents par la suite. Oui. Effectivement, on a vu Giscard se mettre en scène, et du reste, on a trouvé que c'était moderne, c'était américain. Oui, il voulait donner cette image, Giscard, le réformiste, à l'américaine. Et par la suite, évidemment, il y a D'ailleurs, plus... Giscard avait une photo du Kennedy dans son bureau. Ah, mais complètement. Comme ministre. Et le Bichette de Jacques Chirac à Bernadette, aurait-il été inspiré par le Bibiche de... Mais quand même, tout de même, parce que Jacques Chirac commençait à être très très admiratif de Pompidou, et puis il était reçu souvent chez Claude et Georges Pompidou avec Bernadette justement, et ils admiraient ce couple. Bernadette aussi s'inspirait beaucoup de l'élégance de Claude Pompidou, et voilà, de Bibiche à Bichette, il n'y a pas loin, et donc la chère Bernadette était appelée Bichette. Oui, mais le couple Pompidou ne se vous voyez pas, si je ne m'abuse. Voilà, contrairement au couple Bernadette et Jacques Chirac. On parlait de Giscard qui s'est en effet beaucoup pipolisé tout seul et mis en scène tout seul, mais à de très nombreuses reprises, avant la présidentielle, plus encore qu'après. Mais en fait, Giscard a été le dernier président qui, au fond, n'a pas fait vivre un couple présidentiel. C'est ça. Oui, il était très seul, justement, dans ses mises en scène. Il était très seul, et sa femme, il a fait une seule expérience dont beaucoup se souviennent, assez malheureuse, mettant en scène ses vœux, je crois en décembre 75 ou 76 peut-être, mais plutôt 75, où Anémone a souhaité bonne année aux Français. C'était malheureusement tout à fait ridicule. Pour son image, c'était terrible. C'était une catastrophe, c'était pathétique, et ça donnait une image de la femme épouvantable, et donc à l'opposé de la modernité que voulait afficher Giscard. En revanche, ce que je veux dire, c'est que la rupture, elle est venue avec Mitterrand et Danielle Mitterrand, et les femmes de président, parce qu'avant, on a parlé d'Yvonne de Gaulle, Claude Pompidou c'est autre chose. Claude Pompidou c'était une amateur d'art, etc., qui détestait la politique, qui a détesté l'Élysée, mais qui suivait son mari quand même, qui a adoré son mari, qui l'a accompagné, mais vraiment qu'il a adoré, mais qui n'aimait pas la politique, qui ne voulait pas en faire, qui ne voulait pas s'en mêler. Anémone Giscard d'Estaing a été totalement absente, et on ne pourrait rien dire d'elle car on ne la connaît pas finalement. La rupture est venue avec le couple Mitterrand pour des tas de raisons que l'on connaît, et la double vie de Mitterrand, mais au-delà de ça, Danielle Mitterrand affichait une existence propre, et politiquement une existence propre. Bernadette Chirac, de son côté, absolument. Oui. Bernadette Chirac également. Cécilia Sarkozy, évidemment. Il y aura une parenthèse avec Carla Bruni. Et puis après, il y a eu Ségolène Royal avant que Hollande ne soit à l'Élysée, mais même Valérie Trierweiler, elle avait sa vie. Bon, très bien. Et Brigitte Macron a eu sa vie. Donc, la rupture, elle est venue en 81, quand la femme du président, finalement, s'est affichée indépendamment de son président, de son mari de président, le mettant d'ailleurs parfois politiquement en difficité. Étant plus à gauche que lui d'ailleurs. Non, mais pour Madame Giscard d'Estaing, son problème, c'est qu'elle était perclue de timidité. C'était une femme c'était un calvaire pour, quand il y avait un dîner officiel, d'être à côté d'elle, parce qu'on ne savait pas quoi lui dire, elle ne répondait pas. On ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas lui reprocher. Puis elle avait une voix qui était pas très haut perché, qui était plutôt désagréable. Il l'avait envoyé, elle le représentait pour la fête de Jeanne d'Arc à Orléans, et ça avait été Jeanne la Pucelle, enfin tout le monde s'était moqué d'elle. Bon, mais moi je l'avais rencontrée quelque temps après, longtemps après, et elle m'avait dit que la femme qu'elle admirait c'était Danielle Mitterrand, et que dans le fond elle regrettait, parce qu'elle dit si j'avais su j'aurais pu faire plus de choses. Elle n'osait pas parce que elle aurait fait des choses en marge justement. Elle aurait voulu faire des choses en marge, mais peut-être que son mari ne l'encourageait pas forcément et tout ça. Quant à Danielle Mitterrand, mais moi je crois que Mitterrand lui a laissé avoir ce rôle en politique étrangère, parce qu'elle quand même elle regardait vers la gauche. Elle le tirait vers la gauche, et elle prenait en avant. Et elle prenait le sous-commandant Marcos et le comment il s'appelle, les Fidel Castro pour des grands démocrates, tout ça parce qu'ils étaient beaux garçons. Elle avait un côté quand même voilà. Bon, et puis c'est vrai que en tous les cas elle s'était emparée de la question kurde, et elle avait vu avant tout le monde le problème des Kurdes, et d'ailleurs quand elle revenait à l'Élysée, Mitterrand disait 22 voilà les Kurdes. Et donc quelquefois elle gênait, vous vous souvenez, quand dans au Polisario, elle avait pris la défense contre le roi du Maroc, et le roi du Maroc l'avait quand même assez taclé en disant que l'épouse morganatique n'avait pas à parler de ces sujets-là. Mais je pense que François Mitterrand lui donnait une certaine latitude, parce qu'il avait à se faire pardonner une vie privée qui était quand même pas nickel, et quand elle était à l'étranger, il pouvait d'autant mieux vivre sa vie avec Anne. Voilà. Comment l'intimité rejoint aussi la politique. Et là, l'émancipation. Elle l'a toujours tenue, notamment en matière de politique étrangère.
Lui, il avait une culture de droite, atlantiste, etc. Elle avait vraiment une culture de gauche, voire d'extrême gauche. Et du coup, elle l'a toujours tenu vers une politique qui finalement l'a mis dans la filiation de Gaulle, parce que c'est une politique de ce qu'on appellerait la neutralité aujourd'hui. Ni gauche ni droite. Ni gauche ni droite. Mais bon, il y a un autre mot que je ne trouve pas là. Mais Mitterrand, finalement, a écouté sa femme en termes de politique étrangère. Il l'a écouté tout en la rabrouant de temps en temps, en lui disant, bon, ça va, voilà. Castro, ça va. Les forces et les faiblesses des femmes de président. Merci de nous en parler aussi et de retracer à cette aune l'histoire de la Ve République avec Catherine Ney, Robert Namias qui s'exprimait à l'instant et Jocelyne Sauvard qui publie aujourd'hui Yvonne et Charles dans l'intimité du général chez Grasset à Détier. On retrouve Wendy Bouchard et ses invités, Jocelyne Sauvard, qui est auteur du livre dont on parle aujourd'hui, Yvonne et Charles, dans l'intimité du général, c'est chez Grasset, donc le livre sort ce mercredi, on est mercredi, c'est ça. On est aussi avec les journalistes Robert Namias et Catherine Ney. Et on lève un peu le voile sur l'intimité de nos présidents, les couples solides, les couples de vie, comme Yvonne et Charles, les couples inconstants, parfois qu'ils forment avec leurs femmes, comment elles les aident, comment elles les traumatisent. C'est un peu homme-femme, mode d'emploi, mais on va revenir quelques instants, si vous voulez bien, sur ce couple Yvonne et Charles, car Gérard nous écrit de Saône-et-Loire, de Chalon-sur-Saône, et vous interroge Jocelyne Sauvard, vous le dites très bien dans le livre, sait-on comment a réagi Yvonne de Gaulle lors de l'attentat du Petit Clamart? Ah oui, on Belle le sait anecdote aussi à la parfaitement. clé. Alors, Yvonne et Charles sont descendus chacun de leur côté de la voiture, et puis ils se sont regardés, ça a suffi, voilà, c'était leur lien tous les deux, ils étaient entiers, tout va bien. Il faut nous rappeler l'attentat quand même en quelques mots. Oui, alors l'attentat, il y avait au Petit Clamart, juste pas très loin de l'aéroport, il y avait des hommes lourdement chargés qui les ont visés. Il y a eu 21 impacts de balles sur la voiture, la fameuse DS du général. Et puis, une balle a traversé la vitre derrière la tête du couple, Charles et Yvonne. Et la balle a dérapé. Oui. Elle les a évités. Et Philippe a raconté que ses parents ont dit, voilà, on avait juste derrière la tête la petite valise dans laquelle il y a les photos d'Yvonne, de ses enfants, etc. Et un miroir, une petite plaque en fer qui était là. Et c'était la photo d'Anne qui était en dessous. La photo d'Anne nous a protégés. Ça a dérapé sur cette plaque de fer. Et voilà, on a été épargnés. Donc, ils sortent. Plein d'éclats de verre partout sur les épaules. Alors, Yvonne réajuste son petit chapeau, redresse son manteau, et puis voilà, elle était prête. Et le général voit son gendre de Boissieu s'approcher, lui enlever les bouts de verre sur les épaules, et il dit, bon, c'était tangent cette fois-là, mais il faut tout de même que j'aille saluer ces braves militaires, parce que les jeunes étaient au garde à vous, les jeunes soldats, ils étaient au garde à vous, et ils sont là stupéfaits, ils avaient compris, ils voyaient les bouts de verre, les impacts de balles, et ils voient le général impassible qui les passe en revue, et Yvonne qui dit les poulets, parce qu'elle avait apporté des poulets donc dans sa voiture, et les policiers qui suivaient dans la voiture de sécurité ont été très surpris. On dit, bah quoi, Madame de Gaulle parle argot maintenant? Et alors, non, c'était les poulets qu'elle rapportait à la boisserie, et ils étaient intacts, donc tout va bien, la vie est belle, on salue les jeunes militaires, et on monte dans l'avion. Et la dérision, et puis le sang-froid, elle vous fait penser à quelle autre femme de président des années après? Est-ce que Bernadette était un peu comme ça, c'est-à-dire à la fois pince sans rire, et en même temps de... Voilà, non mais Bernadette, c'est une dure à cuire. Et là, au moins, elle a cherché toute sa vie l'approbation de son mari. Parce que quand vous dites Jacques et Bernadette se vouvoyaient, alors évidemment, Bernadette, une famille où tout le monde se vouvoyait. Mais dans le cas de Jacques Chirac, qui a le tutoiement facile, dans le fond, il a toujours vouvoyé ses collaborateurs. Il n'a jamais dit tu à Juppé, il n'a jamais dit tu à Toubon, et il n'a jamais dit tu à Bernadette, parce qu'elle était un peu sa collaboratrice. Elle faisait ses fiches à Sciences Po, il la faisait travailler, il l'a toujours mis au turf, quoi. Il l'a obligée à le suivre en Corrèze, alors qu'elle n'en avait absolument pas envie, puis elle y a pris goût. Au départ, elle était une femme très très timide, et puis elle s'est enhardie, elle s'est aperçue, et puis elle savait qu'il était toujours par Mons et par Vaux, elle sait qu'elle a été une femme trompée, que les filles galopaient derrière lui, elle en a souffert, mais elle était toujours là, et elle lui disait, elle avait un grand sens politique, et elle était la seule
seule à lui dire, quand il était président, le matin, disait-elle, plutôt dans la salle de bain, où elle lui disait ce qu'il n'avait pas envie d'entendre. Elle disait non, je ne suis pas une spécialiste de la félicitation conjugale. Et souvent qu'il lui devait lui casser les pieds. Mais elle devait lui casser les pieds. Mais elle était comme ça, et à la fois, il dit, sans elle, je n'aurais pas fait, je ne serais pas là où je suis. Et à l'Élysée, je pense que de toutes les femmes des présidents, c'est elle qui a le mieux aimé le job. Elle a adoré l'Élysée. D'ailleurs, elle a fait un jardin magnifique. Elle y avec beaucoup de goût. C'est elle. Elle s'y est beaucoup investie. Elle a refait les salles à manger pour les tables. Elle était là. Elle aimait beaucoup ça parce qu'elle disait c'est un honneur de servir la France. Oui, et c'est vrai quand on le retrouve en reportage, Jacques Chirac, on voit qu'il cherche toujours du regard Bernadette. Il a besoin d'elle. C'est fou, c'est quand même fusionnel, malgré ses tromperies. Quand Chirac appelait sa femme moins de 3 à 4 fois par jour, voire une fois toutes les heures, ça n'était pas une journée normale. Et moi j'ai toujours, en tout cas 3 à 4 fois par jour, moi j'ai toujours vu ou Chirac au téléphone ou Bernadette recevant un coup de téléphone, mais il s'appelait, c'est lui qui appelait, elle jamais, c'est lui qui appelait 3-4 fois pour savoir où elle était. Son point fixe, c'était les conversations duraient 3 secondes, c'était vous allez bien, vous êtes où ? Vous êtes où ? Voilà, la phrase c'est vous êtes où ? Mais il voulait toujours savoir où elle était. Alors, les rapports ont été très compliqués parce que ça a été vraiment, alors après Daniel Mitterrand, qui avait sa vie propre, sa vie politique, sa fondation, France Liberté, Bernadette Chirac, elle a été une vraie femme de terrain et une femme politique, et elle s'est revendiquée comme une femme politique. Et c'est vrai que dans le rapport du couple politique Chirac, alors c'était un vrai couple politique, elle a voulu qu'il soit président de la République, elle a voulu avoir sa vie politique, et elle se mêlait, elle lui parlait politique. D'ailleurs, ça l'énervait beaucoup, il la rabrouait en permanence. Bon, occupez-vous de vos affaires, occupez-vous de votre conseil général, de votre Corrèze, etc. Oui. La vérité, c'est que elle a senti la politique, et la fameuse séquence de 2001, où elle a prévenu à plusieurs reprises Chirac en disant vous ne le sentez pas, moi je suis sur le terrain, je peux vous dire je le sens, il y a une vraie montée du Front National, de Jean-Marie Le Pen, méfiez-vous. Et Chirac disant me mêlez-vous de vos affaires, vous n'y connaissez rien. Elle avait tout à fait raison. Très bon exemple, et après, du coup, ça a basculé. Elle a pris une importance capitale. Ça reste la première dame, vraisemblablement, même si chacun a perçu depuis que c'est un caractère compliqué, difficile, ça reste sans doute la première dame la plus vécue comme première dame par les Français. Et que dire de Brigitte Macron pour les quelques minutes qui nous restent pour faire ce tour de la question des couples présidentiels, de leur intimité, de leur pouvoir politique. On en parle avec Jocelyne Sauvard, Catherine Ney et Robert Namias jusqu'à 11h avec Julie. 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Et oui, alors si nous parlions d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, car nous savons qu'Emmanuel Macron aime l'histoire, il le dit, il l'emprunte au décorum historique, à la mémoire historique, il aime s'inscrire dans une lignée d'une France métissée à la fois par la royauté et par la République. On sait aussi ce qu'il doit à sa femme, Catherine Ney, Brigitte Macron, même si on sait finalement peu de choses de son empreinte politique à Brigitte Macron, mais il se murmure qu'elle est très influente ces derniers temps, qu'elle joue un peu ce rôle d'entremetteuse, qu'elle arrange des déjeuners, qu'elle essaye d'adoucir aussi les sursauts de son mari, un peu vindicatif. Oui, il se murmure que même quelquefois elle lui passe un savon. Oui. C'était déjà arrivé pendant la campagne, quand il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité, et ça avait mis le feu et elle lui avait dit devant témoin, arrête de dire des conneries, quoi. Donc elle lui parle de manière un peu abrupte. Alors on ne sait pas en ce moment, comme il y a quand même eu quelques dérapages ces temps-ci, d'ailleurs un peu incompréhensible d'ailleurs, et une rupture d'image, je veux dire, Jupiter, là, il qu'on a encore vu hier. Oui, donc on comprend pas très bien, et je pense que elle est en tous les cas la seule personne en qui il peut avoir vraiment confiance, qui peut lui dire les choses. Et moi je pense que ceux qui la connaissent, qui l'approchent, moi je l'ai vue une fois, elle est très agréable, très intelligente, ne dit absolument rien sur rien, c'est parce qu'elle a qu'une peur, c'est de lui nuire. Mais on voit qu'elle a un sens politique, elle a une maturité que lui n'a peut-être pas encore. Ça, c'est le bénéfice de l'âge, peut-être, et qu'elle comprend des choses que lui ne saisit pas encore. Et donc, elle doit le lui dire, vous voyez. Et ça, on en est sûr, même. Ouais, c'est intéressant. Vous ne l'avez pas encore approché. Vous avez approché Daniel Mitterrand, vous avez écrit sur elle, ainsi que Bernadette Chirac. Mais que vous inspire cette femme, Jocelyne Sauvard ? Écoutez, elle est très cultivée, elle est certainement très éclairée au niveau de la politique, et puis surtout, elle connaît la vie et le monde. Elle a enseigné, elle a été près des jeunes
Et elle a travaillé pendant des années de cette façon-là. C'est pas la même chose que d'être au ministère. Oui, elle assume son rôle de première dame ou pas? Parce qu'il y a eu des polémiques. Valérie Trierweiler qui ne voulait pas être qualifiée comme telle. Aujourd'hui, c'est une assise. Incontestablement, là, c'est ce qu'ils veulent en tous les cas, et c'est ce qu'elle souhaite manifestement, c'est le retour d'un couple présidentiel. On parlait de Bernadette Chirac qui disait qu'elle avait adoré, qui dit toujours d'ailleurs qu'elle a adoré l'Élysée, qu'elle y serait bien restée toute sa vie d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'après, Sarkozy, ça a été compliqué. Carla Bruni a très bien tenu son rôle d'ailleurs, en ne jouant et affichant le fait qu'elle ne jouait aucun rôle politique, mais ayant sa propre vie d'ailleurs, même si elle l'avait mise un peu de côté. On sait bien ce qui s'est passé avec Hollande, qui finalement a été un homme seul à l'Élysée. Donc, Brigitte Macron tient à ce qu'il y ait un retour du couple, et Macron aussi, un retour du couple présidentiel à l'Élysée. Il n'y a pas encore eu beaucoup de dîners d'État, etc. Mais enfin, on sent qu'il souhaite se réinstaller dans cet apparat-là. Pour l'instant, le couple présidentiel est récent et donc honnêtement on n'a pas encore vu vraiment agir et s'exprimer. Alors on en saura peut-être sans faute depuis 17 mois. Il n'y a eu aucun dérapage. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une réflexion sur faut-il un statut ou pas de première dame, à propos d'ailleurs de Brigitte Macron qui semblait plus ou moins le vouloir quand même, qui était assez partante pour ce statut. Je pense que ça n'est pas dans la... D'ailleurs, c'est ce que Macron a compris. Je pense que ça n'est pas dans la culture française. On mythifie la First Lady américaine depuis 50 ans, depuis Madame Kennedy, depuis 60 ans. La vérité, c'est que ça n'est pas dans la culture française. Elle a un rôle, elle peut l'assumer ou pas, mais ça ne perturbe pas les institutions. Depuis Danielle Mitterrand, son rôle, c'est aussi d'abord d'être une femme moderne, autonome. Merci Robert Namias, merci Catherine Ney. On aura le plaisir de vous retrouver le vendredi chez Mathieu Béliard pour les grandes voix. Et puis vous êtes les bienvenus dans cette émission. C'est toujours un plaisir. Jocelyne Sauvard, vous publiez donc aujourd'hui, je vous le recommande, cet ouvrage très intéressant parce que c'est à la fois du récit historique et du récit d'intime. Yvonne et Charles dans l'intimité du général, c'est chez Grasset. Merci à tous. On se retrouve demain, chère Julie, pour faire le tour de 2 autres questions. À demain. Wendy Bouchard, 9h-11h sur Europe 1.